Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Installez-vous, on va passer sur la dernière séquence de la conversation sur la souveraineté européenne, souveraineté nationale. On a 4 panélistes de grande renommée pour mener cette conversation. Le colonel Michel Goya, qui est un expert des questions militaires, qui commente et analyse énormément la guerre en Ukraine en ce moment et qui est l'auteur d'un livre remarqué sur les interventions militaires de la France, Le temps des guépards, qui est sorti il y a quelques mois. Je vous le recommande vivement. Anaïs Vourgilis, docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique et l'auteur d'un livre très bien nommé, si je puis dire, qui s'appelle Renaissance industrielle. Je pense qu'il s'agit là d'une coïncidence. Bruno Tertré, directeur adjoint du think tank La Fondation pour la Recherche Stratégique, expert des questions militaires, expert des questions démographiques aussi. On parlera un petit peu de tout cela. Et Tara Varma, directrice du bureau France de l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, qui est vraiment le principal think tank de politique étrangère sur le continent européen, entre Berlin, Bruxelles, Londres, Paris et je pense d'autres cathédrales. Mais avant de commencer l'échange, je vais proposer aux 3 rapporteurs des ateliers de députés que nous venons d'avoir de venir présenter aussi les conclusions des conversations. Constance Le Grip, Pierre-Alexandre Anglade et Adrien Gomis. Ah oui, tiens, un petit micro. Merci Benjamin. Alors brièvement, parce qu'effectivement, nous avons un panel d'intervenants tout à fait prestigieux. Je vais tenter de restituer nos échanges qui furent passionnants et passionnés, même s'ils ont été très limités dans le temps. Alors on a commencé par évacuer le débat sémantique, souveraineté, autonomie stratégique européenne, puissance. Ça peut faire les délices de certains, de juristes, de constitutionnalistes, mais l'essentiel est de se mettre d'accord sur ce que l'on veut entendre, ce que l'on veut faire, c'est-à-dire bâtir la puissance européenne pour la défense de nos intérêts, de nos valeurs, de notre liberté, de notre indépendance. Donc une fois évacué le débat sémantique, on a pu entrer dans le vif des sujets, justement la prise en compte du fait que les progrès tout à fait essentiels, significatifs en termes d'autonomie européenne ou de souveraineté européenne qui se sont faits récemment l'ont été du fait de très graves crises et de très grandes tragédies. C'est peut-être l'un des paradoxes de notre Union, qu'elle avance et qu'elle approfondit et qu'elle prend conscience d'un certain nombre de choses dans la douleur, la tragédie et la guerre pour ce qui concerne l'agression russe en Ukraine. Donc, ces progrès en matière de souveraineté européenne, ils ont été particulièrement accélérés ces 2 ou 3 dernières années, mais ils ouvrent toujours et encore beaucoup de questions, de sujets dont nous avons parlé, celui de toujours considérer que la défense de nos intérêts, la prise en compte de nos intérêts, y compris industriels, technologiques, notre modèle de société doit prévaloir. Est-ce que nous avons toujours su, avec par exemple l'application des règles de la concurrence européenne, prendre suffisamment en compte nos intérêts? Est-ce que la manière dont le droit de la concurrence européenne a été pratiqué ces dernières décennies n'a pas plutôt privilégié le consommateur sur le producteur et n'a pas empêché l'émergence de champions industriels européens? Est-ce que la manière dont nous avons ouvert nos marchés publics sans forcément exiger de la réciprocité, de la justice, n'a pas abouti à ce que nous soyons trop offerts? Est-ce qu'une Europe ouverte, très ouverte, trop ouverte, n'a pas finalement abouti à une Europe offerte? Ça nous a également amené à nous poser la question du commerce mondial. La vocation de l'Europe est d'être une puissance commerciale. Elle est toujours et encore portée par cette volonté d'échanger avec le reste du monde et de partir à la conquête de nouveaux marchés, parce que notamment ce sont
dans tous ces nouveaux marchés à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de notre continent, que se trouve la croissance, que se trouve donc la possibilité eh bien, de continuer à financer notre modèle de croissance et à apporter de la prospérité et du progrès économique et social à nos compatriotes. Mais est-ce que cette volonté de toujours continuer à être un acteur majeur du commerce mondial n'est pas maintenant ressentie comme pouvant entrer en contradiction avec l'impératif de lutte contre les dérèglements climatiques et l'impératif de sobriété eu égard à l'urgence climatique et au dérèglement climatique qui abîme notre planète. Voilà, en gros, on n'a pas apporté de réponse, mais on a ouvert beaucoup de questions et on sent une volonté de continuer la réflexion de notre famille politique pour vraiment pleinement prendre en compte tous les changements qui doivent encore être opérés pour la défense de nos intérêts, de nos valeurs, de notre liberté et la volonté que cette réflexion sur la souveraineté européenne, elle se fasse également en dehors des moments de guerre, des moments de crise, des moments de souffrance, mais qu'également, je dirais, à froid, sereinement, ensemble, nous puissions progresser. Merci Constance. Pierre-Alexandre et puis après Adrien répondra vers le panel. Merci Benjamin. Brièvement, parce qu'au fond, ce que a décrit avec beaucoup de qualité Constance à l'instant était aussi extrêmement présent dans notre atelier. Et au fond, ce que nous avons dessiné, c'est la manière de renforcer notre souveraineté nationale à travers la construction et le renforcement de la souveraineté européenne, que nous avons présenté non pas comme une souveraineté de substitution, mais une souveraineté de complément qui nous rend plus forts face aux grands défis de notre époque, qu'ils soient énergétiques, militaires, de sécurité et d'indépendance industrielle et technologique. Avec une ligne de force qui est revenue presque en permanence dans notre débat, assez éloignée d'ailleurs des questions de sécurité qui nous occupent beaucoup aujourd'hui, mais avec la volonté de bâtir au fond un agenda d'autonomie européenne renforcé autour de la souveraineté sur les matières premières, de sorte à assurer notre indépendance industrielle et l'indépendance de notre industrie française et européenne. On a parcouru l'ensemble du monde, on est passé de l'Amérique latine à la Nouvelle-Calédonie pour évoquer le lithium et d'autres continents du monde, avec cette volonté au fond de faire de l'Europe une puissance géopolitique, mais aussi une puissance qui soit capable d'aller concurrencer d'autres grands espaces du monde sur ces matières premières critiques qui seront des enjeux de conflictualité demain. La deuxième souveraineté qui a été tracée par les collègues, c'est évidemment la souveraineté agricole, pour au fond assurer notre souveraineté alimentaire, qui est aujourd'hui un défi majeur. On voit que la guerre en Ukraine vient percuter le modèle européen et le modèle international tel qu'il avait été pensé sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires, avec les répercussions que cela pourrait avoir sur les migrations, sur le développement de continents voisins et les conséquences que cela pourrait avoir sur l'Europe. Et donc cette volonté de se renforcer, d'être plus souverain en matière agricole, avec des pans entiers qui ont été, selon certains collègues, abandonnés. Et puis, dernier point important qui a été soulevé à la fin, c'est la souveraineté financière de nos entreprises. Nous avons aujourd'hui la souveraineté monétaire à travers l'euro, mais la souveraineté financière avec parfois des entreprises européennes qui sont détenues par des capitaux extra-européens qui, quelque part, empêchent une indépendance totale et une autonomie de nos entreprises. Cela a été soulevé comme étant un des sujets sur lesquels nous devons travailler. Et puis enfin, dernier point, la souveraineté politique qui passe par la communauté politique européenne proposée par le président de la République le 9 mai dernier à Strasbourg, avec la volonté d'arrimer plus largement des États qui n'ont pas forcément vocation à entrer dans l'Union européenne, mais qui sont aujourd'hui soumis à l'influence de la Russie, à l'influence de la Turquie, à l'influence de la Chine. On pense par exemple aux Balkans occidentaux, et donc cette nécessité d'affirmer cette souveraineté à travers cet instrument politique nouveau. Voilà. Beaucoup a été dit par mes collègues Constance et Pierre-Alexandre. J'essaierai d'être pertinent dans l'approche du rendu que je fais de l'atelier. Écoutez, on a décidé d'axer les débats sur 3 sujets. La souveraineté politique en premier lieu, la souveraineté énergétique en second lieu, et puis enfin la souveraineté numérique. Sur la souveraineté politique, beaucoup a été dit, notamment sur la nécessaire fameuse défense européenne et puis approche européenne de notre défense collective et de sécurité. Peut-être un point précis qui n'a pas été abordé par mes collègues. Nous pensons et nous avons évoqué le fait que la défense commune
pouvait s'accompagner d'une politique étrangère commune, avec pourquoi pas par exemple un ministre des Affaires étrangères commun, qui également pourrait voir l'avènement d'un Conseil de sécurité européen sur le modèle du fameux Conseil de défense, qui serait compétent en quelque sorte sur toutes les questions de souveraineté et qui serait rattaché au Conseil européen. Sur le reste, on faisait, je ne vais pas être trop long, mais on faisait état d'une réalité évidente, c'est le repli sur le plan géopolitique des États-Unis, aussi la question de la participation européenne aux institutions internationales et l'évolution de celles-ci face à un monde de plus en plus incertain, en proie aux crises. Et on l'a vu très dernièrement avec la gestion de la pandémie et également avec la guerre en Ukraine. Donc c'est vrai que ce rapprochement en matière de défense et de sécurité au niveau des États européens nous apparaît primordial. Deuxièmement, sur la souveraineté énergétique, peut-être encore un point de complément par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, il y avait une proposition de faire émerger un modèle qui serait moins électro-centré, qui serait plus sous l'angle thermique, car la géothermie et le thermique notamment ne passent pas par les marchés internationaux. Et puis, on a également évoqué sur la question énergétique le problème de l'acceptabilité sociale de certaines mesures en local. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, peut-être, et on aura l'occasion au Parlement d'aborder cette question, le nécessaire allègement des normes, car il y a un problème de normes, comme vous le savez, et il y avait un accord global sur le sujet en local. Je pense notamment à la DRAC. Et sur la souveraineté numérique, sujet très important, nous l'avons abordé à l'occasion à plusieurs reprises au Parlement, c'est la question de la maîtrise des flux. Concrètement, sous quel régime juridique sont hébergées les données? Et la France, nous pensons que la France peut être à l'avant-garde sur le sujet. On aurait besoin d'un outil stratégique sur le pilotage des instruments d'intelligence économique, notamment pour les entrants et les sortants des capitaux étrangers. J'ai essayé de faire court par rapport à l'instruction qu'on m'a donnée et j'espère avoir été fidèle au rendu de l'atelier. Merci beaucoup, Adrien. Alors, je vais proposer à nos intervenants de rebondir sur ce qui a été dit. J'ai été très intéressé par la formule de Pierre-Alexandre, renforcer la souveraineté nationale à travers la souveraineté européenne. Je crois que c'est vraiment l'objet de notre conversation ici. On a parlé de tous les chocs extérieurs qui ont révélé certaines des vulnérabilités de notre continent, que ce soit le Covid, évidemment l'agression russe contre l'Ukraine, mais il y a aussi l'élection de Donald Trump et la question de la dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis, la question migratoire aussi depuis 2015. Tara, je vais commencer avec toi. Ce que je propose, c'est que les intervenants s'expriment vraiment rapidement, comme ça on peut faire plusieurs tours et vous pouvez vous répondre les uns aux autres, et puis après on pourra ouvrir aux députés, aux sénateurs pour une conversation. Alors, merci beaucoup déjà de l'invitation. Je pense que c'était passionnant pour nous de voir comment les débats se déroulaient aujourd'hui. Et effectivement, l'idée de souveraineté européenne, essayer de comprendre ce qu'elle recouvre. Je vais peut-être commencer par vous parler d'une publication qu'on a sortie à l'ECFR au printemps 2022, où on a sondé des citoyens dans 12 États membres de l'Union européenne sur les perceptions de la souveraineté européenne. Le pays dans lequel la souveraineté européenne est perçue de la manière la plus négative est la France. Moins d'un citoyen français sur 5 trouve que la notion de souveraineté européenne est positive à ses yeux. À l'inverse, le pays où cette notion a été perçue de manière la plus positive, c'était l'Estonie, avec laquelle on a des différences de vue en ce moment sur la manière dont on doit conduire l'effort européen dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc je pense que c'est aussi important pour vous êtes représentant de l'État, représentant des citoyens français, d'entendre ça et d'essayer d'expliciter ce qu'est cette notion de souveraineté européenne. Juste 2 secondes. Et je sais que Bruno a envie d'intervenir aussi sur la dimension sémantique, donc j'irai très vite. Une des définitions de la souveraineté européenne, c'est la capacité à gérer les interdépendances économiques, avoir accès à des matériaux critiques, ça a été en discussion dans l'atelier auquel j'ai assisté juste là, et défendre un ordre multilatéral basé sur des règles. Donc c'est une définition assez large d'une capacité d'action des Européens. Et je crois que c'est important aussi que vous puissiez transmettre ça aux citoyens français.
Oui, merci. En fait, juste pour le plaisir du débat, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec ceux d'entre vous, et vous étiez plusieurs, pour dire que finalement les mots ne sont pas importants. Vous faites de la politique, vous savez à quel point les mots sont importants. Le discours politique doit être convaincant et crédible, et je crois que parler de souveraineté, d'autonomie ou d'indépendance, ce n'est pas du tout la même chose. Indépendance, c'est devenu de plus en plus difficile. Il y a peu de domaines dans lesquels on peut vraiment parler d'indépendance française, peut-être indépendance européenne, encore que. Il y a les domaines que je connais bien, que Benjamin, Tara et Michel connaissent bien, c'est les domaines de la défense dans lesquels il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut être effectivement indépendant. Mais pour le reste, l'autonomie, la souveraineté, ce n'est pas la même chose. Et il faut pouvoir construire un discours convaincant pour les Français si on veut être entendu et si on veut que cette perception assez dramatique que relatait Tara, 18% seulement de Français y croient, en tout cas la veulent, puisse changer. Pour moi, l'autonomie, la souveraineté, ce sont deux faces d'une même pièce de monnaie, mais c'est différent. L'autonomie, c'est la capacité à faire quelque chose, et la souveraineté, c'est la capacité à ne pas être empêché par les autres de faire. Et donc ça se joue, bien sûr, dans beaucoup de domaines différents, mais sur la souveraineté, par exemple, il me semble que je n'ai pas entendu aujourd'hui encore le mot de frontière. La souveraineté et la frontière, c'est quelque chose d'important. Je sais bien que Frontex ne gère pas les frontières, mais aide les États souverains à protéger les frontières extérieures. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de souveraineté sans parler de frontières. Deuxièmement, la souveraineté, ça se joue vis-à-vis d'au moins 3 grands pays, la Chine, la Russie, les États-Unis, bien sûr, mais par pitié, ne mettons pas dans notre discours, dans le même sac, ces 3 pays. C'est extrêmement difficile à entendre par nos alliés partenaires de l'Union européenne qui sont à l'Est, pour ne rien dire des États-Unis. Donc, par pitié, essayons de différencier l'Amérique d'un côté, la Chine, la Russie de l'autre, même si avec l'Amérique, je le sais bien, Benjamin le sait bien, d'autres le savent, on a des vrais sujets de souveraineté dans le domaine de la défense qui ne sont pas toujours très visibles, mais il est quand même extraordinaire qu'à cause de la législation ITAR, on ne puisse pas exporter des matériels européens parce qu'il y a des composants américains dedans. Donc beaucoup de choses à dire sur ces sujets, mais là encore, et pas simplement pour le plaisir du débat, je continue à penser que parler de souveraineté, d'autonomie, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et retrouver un discours crédible et convaincant pour les Français, ça veut dire aussi clarifier entre nous ce qu'on veut. Moi, j'ai ma conception, c'est pas forcément la vôtre, mais en tout cas, ayez la vôtre. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, il se trouvait que mon premier point rejoint parfaitement celui de Bruno Tartré sur l'importance des mots et de la sémantique. Parce que sinon, on tombe dans des effets de mode. Aujourd'hui, tout le monde nous parle de sobriété depuis 15 jours. Avant la sobriété, c'était la planification. Moi, je pensais que le mot souveraineté ne survivrait pas à la Covid. Je me suis trompée, Dieu merci. Mais les mots ont un sens. Et le sens que vous mettez derrière est extrêmement important parce qu'il va tirer votre projet politique et votre ambition. Et ça amène à mon deuxième sujet, c'est l'importance de bien vous entendre sur votre vision commune. Où est-ce que vous voulez aller collectivement ? Parce que dans les débats, vous venez très rapidement sur des sujets, des points techniques. Des technos en France, on en a plein. D'ailleurs, je crois qu'on s'en plaint un petit peu parce qu'ils nous proposent des propositions techniques, mais quel est le discours que vous mettez derrière ? Et à partir du moment où vous avez cette vision, vous allez décliner votre stratégie et vos objectifs. Et pourquoi c'est important d'avoir une stratégie et des objectifs ? Parce que vous allez avoir des ambitions qui peuvent être extrêmement contradictoires. À titre d'exemple, on parle de souveraineté industrielle. Comment est-ce qu'on rend compatible la souveraineté industrielle avec nos ambitions environnementales ? Si vous êtes souverain sur le plan industriel, vous allez vous poser beaucoup de questions sur les lieux d'origine d'approvisionnement par rapport à votre impact carbone, pour réduire votre empreinte carbone du pays et réduire les émissions importées. Et ce sont des questions qui peuvent être profondément contradictoires. De la même manière, à un moment, on veut la souveraineté énergétique et puis on dit « Ah, on a des réserves d'énergie fossile sur le territoire national ou auprès de pays avec qui on peut faire des accords. » Ah oui, mais si on dit il faut sortir des énergies fossiles, on ne peut pas en même temps se dire que dans une situation temporaire, on peut revenir à ces énergies. Et il faut tirer la pelote en se disant sortir des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan industriel ? Sur le plan industriel, parce que c'est ma spécialité, en termes chimiques, sur la production d'engrais. Qu'est-ce que ça veut dire sur les industries textiles? Qu'est-ce que ça veut donc dire en termes d'indépendance? Et l'autre sujet très important à travers la stratégie, c'est que derrière, on va pouvoir mettre en place des schémas de développement. Si la Chine est leader mondial dans le raffinage des matières premières stratégiques,
c'est pas parce qu'elle se levait un matin en se disant tiens, c'est peut-être un sujet clé. C'est une stratégie qui a 20 ou plus de temps, qui se traduit aujourd'hui à travers les nouvelles routes de la soie et qui a enfanté une stratégie industrielle, par exemple remonter la chaîne de valeur dans l'automobile, remonter la chaîne de valeur dans les énergies renouvelables. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous parlez avec beaucoup de ferveur de la question européenne. Je ne peux pas vous le reprocher. Moi-même, je suis une européenne convaincue. Mais attention, vous représentez le Parlement national. Il ne faut pas oublier que les transformations à l'échelle européenne, elles peuvent prendre beaucoup de temps. La réciprocité dans l'accès au marché public, c'est 12 ans de débat, à minima. Et donc, il faut penser ça à 2 niveaux, et conjointement avec vos confrères au Parlement européen, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle nationale pour avancer sur ces sujets de souveraineté? Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle européenne pour avancer sur les sujets d'autonomie stratégique? Parce que malheureusement, moi je fais partie de ceux qui pensent que la souveraineté européenne est un leurre. Il y a 27 souverainetés nationales, il n'y a pas une souveraineté européenne. Et sous-estimer ça, c'est sous-estimer les rapports de force qui existent au sein de l'Union européenne et qui peuvent être un frein à nos développements industriels et à nos grandes avancées. Pardon, j'étais trop longue, alors que je disais qu'il fallait être courte. D'accord, bonjour à tous et merci. Là, vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, la plupart des points que je voulais évoquer, en fait, ont déjà été évoqués. Je suis assez d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites. Sur la nécessité, en réalité, d'avoir une vision commune. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir... on ne peut pas marcher dans une direction si on n'a pas un objectif à atteindre commun. Finalement, l'Union européenne a été, je parle plutôt insister sur le domaine de la sécurité, a été la plus unie à l'époque de la guerre froide, peut-être. C'était l'époque où il y avait une menace commune qui était claire, en matière qui était terrible, mais qui était claire. En matière de sécurité, de l'emploi des forces, il y avait quand même des visions assez communes des hypothèses d'emploi des forces. Voilà, c'était quelque chose qui était assez clair dans un monde qui était tendu, qui était dur, mais dont les règles étaient connues. Et c'est bien là en fait, le problème, c'est de savoir quelles sont les règles du jeu dans lequel nous sommes actuellement et qui auront cette particularité aussi de changer. Ça, c'est un peu le défaut que l'on a, c'est qu'on oublie que ça va changer aussi assez radicalement à un moment donné. On est passé dans les années précédentes par différents modèles qui correspondaient à des périodes stratégiques, c'est-à-dire des périodes où les règles du jeu étaient définies et étaient à peu près communes. Et à partir de cette vision claire, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir éventuellement des objectifs communs, que l'on peut décliner des stratégies, et on peut essayer de faire en sorte que ce soit des stratégies communes, et qu'on décline des modèles. Dans le domaine militaire, début des années 60, en France, on a une vision à peu près claire des menaces, et on définit un nouveau modèle de force, la force de frappe nucléaire, la force conventionnelle, solide, qui est un peu à courte portée, qui va également combattre au profit de nos alliés allemands. Et il y a une force d'intervention à l'extérieur. Ça tient la route. Il y a une vision qui est à peu près claire, un modèle qui est à peu près clair. On oublie simplement que cette période, elle va changer, elle va basculer. C'est ce qui va se passer au début des années 90. Et là, il y a un basculement. On redéfinit de nouvelles... On essaie de comprendre quelles sont les nouvelles règles du jeu. Et à partir de là, on définit un modèle. On redéfinit un modèle. À ce moment-là, c'était le modèle de la police internationale, au sens très large, de gestion de crise. Et ce modèle-là, finalement, on a également oublié, de le financer, et puis on a oublié qu'il allait se terminer. Il s'est terminé aux alentours de 2010, période 2010-2014. On va dire l'annexion de la Crimée, c'est la rupture. Donc là, on était déjà, depuis quelques années, dans un nouveau champ, un champ de compétition, un champ de jeu de puissance. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait très certainement
définir quel modèle nous, Français, déjà, on voulait en termes de sécurité, quelles étaient les hypothèses d'emploi que dans ce nouveau contexte on allait proposer à nos forces, et construire, se donner les moyens, construire quelque chose qui correspondait à cette vision, et en même temps essayer de la faire partager à d'autres, considérant que effectivement les menaces étaient communes dans un certain nombre de pays, et puis à partir de là d'accorder quelque chose de commun. On l'a pas fait assez. Et il faut, comme souvent, qu'il y ait vraiment un choc. Ce choc, c'est la guerre en Ukraine, pour évidemment accélérer peut-être les choses, mais il y a quand même, je pense, urgence d'avoir au moins une vision commune de ce que l'on veut faire, de quels sont les objectifs stratégiques, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce que nous, Français, et nous, Européens, nous voulons atteindre comme objectif. Et à partir de là, créer quelque chose de commun. Mais ça passe forcément par une définition un peu plus claire que l'on a actuellement de ce que l'on veut faire. Alors, je vais faire un deuxième tour du panel et puis préparer vos questions. Après, je me tournerai vers vous. Changement des règles du jeu entre 2014 et l'annexion de la Crimée et évidemment le choc du 24 février 2022, après peut-être 30 ans de déni où on a cru qu'on pouvait dépendre des Américains pour s'occuper des questions militaires sur le continent européen. On a cru aussi peut-être que l'interdépendance économique amènerait une convergence des modèles politiques, donc le libre-échange plutôt que la souveraineté. Est-ce qu'on est dans un changement des règles du jeu et quelles conclusions il faut en tirer? Et est-ce qu'on est capable de définir ce type de stratégie au niveau collectif, au niveau européen, ou est-ce que c'est un leurre, comme le dit Anaïs, et à ce moment-là, il faut d'abord passer par la réponse nationale. Tara et après Bruno. On est dans un changement de règle du jeu qui nous est imposé. Et je pense que c'est ce qui est difficile pour les Européens, parce qu'effectivement, on s'est construit depuis 70 ans sur la logique de... Nous sommes un projet de paix, cette paix se construit à travers l'interdépendance économique, puisqu'on espère qu'en étant dépendants économiquement les uns des autres, ça va nous dissuader de se faire la guerre. Je crois qu'on peut considérer que sur le continent européen, en tout cas sur l'Union européenne, ça a assez bien fonctionné. Sur le reste du monde a malgré tout fonctionné avec des guerres et des conflits et des massacres. Et on est rattrapé par cette réalité de manière très violente depuis le 24 février 2022 et ça nécessite pour l'Union européenne de changer son logiciel. Et donc, quand même pour la première fois, l'Union européenne livre des armes létales à un pays tiers qui n'est membre ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. En plus de l'aide financière, matérielle, humanitaire qu'elle livre par ailleurs à d'autres États, mais il y a quand même un changement qui s'opère là, et un questionnement effectivement sur le rôle qu'elle a envie d'occuper dans le monde, et je pense qu'elle ne se demandait même pas avant si elle avait un rôle à occuper ou pas dans ce monde, au-delà de l'ordre économique international. Donc tous ces changements ont lieu. La présidente de la Commission européenne, elle est arrivée à la fin de l'année 2019 en disant qu'elle voulait faire une commission géopolitique. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et elle s'est retrouvée à devoir gérer aussi en partie la crise du Covid. Une des réponses à l'ambition de la Commission géopolitique, je pense que c'est quand même la souveraineté européenne, une souveraineté européenne en construction, c'est-à-dire utiliser la puissance de l'Europe, qui pour l'instant reste une puissance économique, dont nos rivaux d'ailleurs exploitent bien nos faiblesses quand ils le souhaitent, et en même temps être capable d'utiliser donc cette puissance économique à destination d'un projet. Nos histoires, nos géographies, elles sont différentes au sein de l'Union européenne, on ne va pas les changer. Ce qu'on peut changer, c'est de décider d'avoir un avenir en commun. Et je crois que c'est précisément ça qui est en jeu aujourd'hui. Et soyez bien conscients qu'il va y avoir des pressions croissantes sur tous les États membres, justement pour nous diviser. L'enjeu là, il est d'essayer de dépasser des divisions internes et de faire face à des menaces externes. Dépasser les divisions internes, ça ne veut pas dire nier les débats qui ont lieu aujourd'hui au sein de l'Union européenne, qui sont des débats très importants sur le rapport qu'on a à la Russie, sur la relation qu'on a envie de construire et comment on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice de ce qu'on espère sera une paix négociée en Ukraine. Mais il faut aussi que vous sachiez que vous allez avoir des questions sur les sanctions, le rôle des sanctions, le rôle économique des sanctions, les conséquences économiques des sanctions. Donc peut-être 3 petits points chronologiques très 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 rapides. La Russie manipule les chiffres sur le marché de l'énergie depuis l'été 2021, c'est-à-dire plusieurs mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Depuis le printemps 2022, elle est en train de mettre une pression énorme individuellement sur les États membres pour nous diviser, pour les convaincre de lever des sanctions, avec des conséquences politiques qu'on voit déjà, notamment en Italie par exemple. Il y a des élections qui ont lieu en Italie dans 2 semaines qui peuvent vraiment bouleverser le paysage politique européen. Et à cela s'ajoute la dernière offensive russe, et je pense que ça va continuer depuis le mois de juillet 2022, qui est qu'en juillet 2022, la Russie n'a livré qu'un tiers
du volume de sa production par rapport aux années précédentes, ce qui a conduit à une multiplication par 10 des prix sur le marché de l'énergie. Donc ça, c'est une stratégie délibérée. La Russie fait la guerre à l'Ukraine, mais elle est aussi en train d'essayer de nous diviser au maximum, et elle va continuer à essayer de nous diviser. Donc, ayez bien tout cela en tête. C'est une des premières fois où la politique étrangère, elle est aussi dans vos mains, à vous députés. La politique étrangère, vous le savez, en France, c'est plutôt la branche exécutive du gouvernement qui s'en charge. Là, en fait, la politique étrangère, elle est arrivée dans les chauffages des Français. Et donc, il faut que vous vous saisissiez vraiment de ces questions et de ces enjeux qui sont très réels et très critiques. Rebondir, je pense que cette mise au point est absolument fondamentale. Je sais qu'on va beaucoup en entendre parler. Vous avez vu que le Rassemblement national et d'autres lancent une offensive sur la question des sanctions, en disant que nos sanctions sont inefficaces, que nos sanctions coûtent plus à notre économie qu'à l'économie russe, qu'elles font augmenter les prix de l'énergie. Tu l'as très bien dit, tout cela est faux. On peut démontrer que c'est faux. On a aujourd'hui une stratégie à la fois dans le soutien militaire et dans la pression économique qu'on met sur la Russie qui fonctionne. Les Russes reculent sur le terrain. C'est une guerre qu'ils ont lancée eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché provoquer. Au contraire, d'ailleurs, on a tout fait pour essayer de l'empêcher. Je crois que on va en parler un peu plus dans les prochaines semaines. Je trouve que c'est très important de répondre aussi à cette offensive médiatique, voire propagandiste, que lancent certains partis extrémistes en France. Bruno. Je n'ai plus de son. Oui, je souscris totalement à ce qu'a dit Tara. J'ajouterai 2 points. D'abord, sur les sanctions, il faudra effectivement qu'on ait un discours, mais aussi un discours très précis. On ne pourra pas dire que 100% des augmentations du prix de l'énergie, c'est dû à la stratégie russe et à la guerre en Ukraine. C'est aussi dû à nos propres vulnérabilités européennes, sur lesquelles je ne vais pas épiloguer aujourd'hui, mais nous avons malheureusement aussi, nous collectivement européens, une part de responsabilité dans notre malheur inflationniste en ce qui concerne les prix de l'énergie. J'ajouterais aussi, puisque tu disais, Tara, à très juste titre, qu'il va falloir qu'on soit solidaire dans les mois qui viennent, mais pour que l'unité européenne se fasse, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont certains discours politiques sont perçus, sont reçus à l'est du continent. Nous n'avons pas toujours, je vais rester dans l'euphémisme, la bonne manière de nous faire entendre, même quand notre cause est légitime, même quand nos objectifs sont partagés, quand certains États à l'est du continent entendent qu'ils sont des va-t-en-guerre, parce que c'est ce qu'ils ont entendu. Malheureusement, on a avancé de 3 cases, et bien là, on va reculer de 2 cases. Ça se passe comme ça, c'est un fait. Notre discours, nous n'avons toujours pas, 30 ans après l'indépendance de ces pays, nous n'avons pas toujours, plutôt que toujours pas, trouvé la bonne manière, y compris parfois au plus haut niveau, de trouver un discours crédible sur notre engagement européen, sincère et réel, et qui va jusqu'à la frontière orientale de l'Estonie et de la Pologne. Juste un mot sur un mot d'optimisme peut-être, parce que je crois que pour répondre à la question de Benjamin, oui, le rapport aux règles est en train de changer. Nous faisons face à des États, notamment à des grandes puissances, qui ne veulent plus de règles, ou alors, quand ils veulent des règles, ce sont des règles qu'ils vont eux-mêmes édicter. Là, je parle de la Chine. Dans un cas, celui de la Russie, vous avez un État qui viole les règles en permanence, malgré parfois une apparence de cas typique sur Nord Stream, où ils vont dire qu'il y a un problème juridique, un problème contractuel, un problème technique, etc. Sur d'autres sujets, la Russie fait pareil. La Chine dit, moi, je veux refaire les règles du jeu international à ma propre image. Et nous, c'est là qu'il y a un petit mot d'optimisme quand même. On est, il faut le dire, en train de réapprendre ce que certains appellent la grammaire de la puissance. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais je crois qu'il faut qu'on se félicite aussi du fait que depuis 6 mois, qui aurait dit il y a 6 mois, pas moi en tout cas, que l'Europe resterait relativement unie malgré nos divergences, malgré les tensions, malgré un certain nombre d'exemptions accordées à tel ou tel État, sur la question des sanctions, qui l'aurait dit ? Qui aurait dit qu'on quasiment du jour au lendemain, on accepte d'utiliser la facilité de paix européenne pour aider l'Ukraine à se défendre. C'est quand même, il y a aussi quand même des bonnes nouvelles. Donc il faut que cette Europe géopolitique, elle apprenne le rapport de force. Je crois qu'elle est en train de le faire. C'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le multilatéralisme, j'arrive jamais à le prononcer. Le multilatéralisme rénové dont nous nous grossons. Bien sûr qu'il n'est pas mort, le multilatéralisme. Bien sûr que l'ONU existe encore. Les institutions de l'ONU on peut encore travailler avec elles, y compris parfois, mais parfois seulement, avec la Chine. Je dis bien parfois seulement. Il y a quand même des bonnes nouvelles, mais sur la question de la défense, je terminerai par là. Il ne faut pas penser qu'il
il y a un moment OTAN, mais qui n'est pas un moment Europe. Ce n'est pas un jeu à somme nulle entre l'OTAN et l'Union européenne. Au contraire, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que certes l'OTAN se renforce et s'élargit, mais l'Union européenne aussi dans le domaine de la défense et de la sécurité. D'abord, elle s'élargit puisque le Danemark a rejoint cette politique et elle se renforce aussi. Ce n'est pas un jeu à somme nulle et c'est quand même aussi une bonne nouvelle. On a dépassé dans le domaine de la défense si jamais il y a une compétition aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe plus. La complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN dans le domaine de la défense est parfaitement reconnue aujourd'hui par les deux institutions et je crois que c'est en partie d'ailleurs une victoire française. Simplement, notre chantier, notre travail, à mon sens, pour nous Français, c'est de persuader nos amis européens qu'on pourrait avoir de nouveau une surprise transatlantique, on pourrait avoir un Trump 2, un DeSantis. Si jamais il y a 8 ans de DeSantis ou de Trump, là je vous garantis que le paysage, et Benjamin le sait bien, sera radicalement transformé. Parfois nos amis européens, et là il faut dire que là je pense qu'on a raison, on n'a pas toujours raison, mais là on a raison, il faut se préparer à ça parce que les autres ont beaucoup de mal à penser cette hypothèse. Il ne faut pas la penser comme hypothèse autoréalisatrice, bien sûr, il faut tout faire pour aider à la consolidation du lien transatlantique, mais ne pas voir qu'en novembre 2024, on pourrait de nouveau avoir une crise majeure qui nous forcerait à tout revoir, ça serait vraiment de l'aveuglement. Non, mais pour faire moins de bruit, pendant que je gigote, j'ai coupé mon micro. On est en train de vivre la fin d'une parenthèse qui était peut-être une forme d'insouciance, alors que moi, ma génération n'a pas connu, mais le retour de la guerre sur le continent européen, avec une grande brutalité, la question environnementale qui est en train d'être un peu éclipsée et qu'il faut pourtant maintenir parce que les transitions à faire vont être extrêmement importante et la contrainte qui pose sur la sécurité des pays est suffisamment importante pour qu'on la considère au moins autant que la guerre en Ukraine. Alors, je ne suis pas en train de faire un aspect d'un côté la France, et il n'y a que la France comme solution, ou de l'autre côté que l'Union européenne. Il y a bien entendu un enjeu pour l'Union européenne à créer une troisième voie entre la Chine et les États-Unis pour promouvoir un projet de société. Mais j'ai un principe de réalisme qui s'applique quand on réfléchit en termes de politique publique, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne elle est au milieu du gué. Elle est soit trop avancée en termes de délégation de souveraineté, soit pas assez avancée parce que ce n'est pas une fédération. Et donc à partir de là, débloquer le sujet qui va prendre quand même un certain temps, au regard des oppositions, et je suis sûre que si on faisait un sondage au sein de Renaissance, on verrait qu'il y a à peu près 50 nuances d'attente à l'égard de l'Union européenne, même si vous y accordez beaucoup d'importance. Et donc, il va être difficile déjà de penser cette vision commune, j'en reviens à mon point du début, si on ne sait pas quelle est notre vision nationale et quels sont les intérêts nationaux qu'on veut défendre à travers ce projet européen. Et donc, c'est pour ça que je pense que penser d'abord le projet national, ne mettez pas de côté l'échelon européen, mais voyons aussi les faiblesses de ce projet qui empêchent des avancées concrètes aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de progrès depuis 6 mois. Oui, je vais revenir sur les questions de sécurité. Quelles sont les hypothèses d'emploi, quels sont les défis de sécurité actuels ou qui existent depuis, je disais tout à l'heure, depuis 2014-2015. Ces hypothèses, elles sont triples. Enfin, il y en a 3. La première, on ne l'a jamais évoquée, mais il y a quand même toujours des organisations djihadistes, il y a toujours des organisations terroristes qui sont là, qui continuent à se développer, qui continuent à peser, particulièrement dans les pays africains. Donc c'est un enjeu dont on ne parle plus du tout, mais la guerre continue en réalité. Le deuxième défi, c'est celui, ou la deuxième hypothèse d'emploi des forces, c'est la confrontation. Ce n'est pas la guerre. Moi, paradoxalement, je pense qu'il y a moins de risques de guerre engageant la France ou un État européen, de l'Union européenne, qu'avant. Je rappelle que dans la période entre 1990 et 2010, nous, Français, nous avons participé à des coalitions, à des guerres contre l'Irak, contre la Serbie, contre la Libye, contre la République bosno-serbe, contre l'État taliban, proto-État taliban en 2001. La guerre contre les États, on en sort en réalité.
Parce que c'est le retour de blocage au Conseil de sécurité, de blocage sur le terrain par le fait nucléaire, etc. En revanche, oui, la vraie hypothèse, c'est la confrontation. C'est la confrontation de puissance et qui s'exerce par tous les moyens autres que la guerre, parce qu'il y a toujours ce blocage nucléaire. On ne fait pas la guerre à la Russie, tout simplement parce que la Russie est une puissance nucléaire et nous aussi. Donc ce qui limite considérablement. En revanche, on fait tout le reste. Et la norme maintenant, c'est ça. Donc actuellement, nous sommes dans une très grande confrontation collective contre la Russie, où tous les coups sont permis hors l'emploi de la force directe, c'est-à-dire la guerre. Ça passe par les jeux d'influence, ça passe par les aspects économiques, ça passe par tout un tas de trucs. Là, voilà, nous y sommes. Là. Nous sommes au milieu de cette affaire. Mais rien ne dit que ce ne sera pas le cas contre la Chine, un peu plus tard, à l'occasion d'une crise majeure, par exemple vis-à-vis de Taïwan, ou face à des puissances régionales comme la Turquie ou l'Iran, on peut avoir aussi des crises majeures de ce côté. Donc ça, c'est la norme de sécurité, dans laquelle c'est ça qui doit structurer en réalité tous nos questions de défense et tous nos outils en la matière. C'est une défense très large qui s'exerce. Et puis un troisième scénario, j'y reviens, c'est le scénario X. Une période stratégique, elle ne dure jamais plus de 30 ans. Donc déjà, il faut commencer à imaginer qu'en 10 ans, 15 ans, il va y avoir des bouleversements. Tous ces États, toutes ces puissances, est-ce qu'elles ont le même degré de solidité dans la durée? Ce n'est pas évident. Que sera, on parle des États-Unis, de l'instabilité aux États-Unis, l'instabilité politique, mais que sera la Russie dans 10 ans, 15 ans? Que sera même la Chine? Il y a tout un tas de facteurs internes qui peuvent imaginer induire des bouleversements considérables. Ce que je veux dire par là, c'est que sous la pression des effets de l'écologie, des problèmes écologiques, sous la pression peut-être d'éléments économiques qui influeront certainement sur les politiques intérieures, il y aura des bouleversements. Et ça, il faut également s'y préparer. On est toujours le nez sur le guidon, mais il faut également s'y préparer et on a toujours du mal. Mais le défi actuel, c'est la confrontation avec la Russie. Voilà, c'est cette confrontation qu'il faut gagner, tout simplement. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas réfléchir dans tous les sens. Hein. Voilà, nous sommes engagés dans un truc dans lequel il faut sortir victorieux. Et paradoxalement, j'ai moi plutôt tendance à penser que ça va raffermir les liens. Ça a été déjà le cas. Ça va même, je pense fondamentalement que les Européens, l'Union européenne est plus solide que la Russie dans ce domaine et que cette confrontation, on la gagnera. Mais ce sera difficile. Il faut investir des champs dans lesquels on était certainement un peu timide, sur les champs de l'influence. Il faut se rappeler comment l'URSS s'est effondrée quand même. C'est pas effondré par la puissance des armes, par la puissance directe des armes. Elle s'est effondrée par tout un tas de facteurs de confrontation qui ont fait que, au bout d'un bon moment, à l'intérieur même de la Russie, des gens ont décidé de changer de société, pour le meilleur ou pour le pire pour eux. Et donc voilà la situation dans laquelle on est. Réfléchissons ensemble à une stratégie commune de confrontation pour gagner contre la Russie, tout simplement. Alors, merci pour ce dernier tour et ces paroles optimistes et combatives de Michel Goya. Je vous propose de prendre la parole à la fois pour des questions ou des remarques. Je pense qu'il y a peut-être un micro qui tourne dans la salle. Voilà, il y a un micro là de Rodrigue. Donc, allez-y. Ne me dites pas qu'il y a des petits timides dans cette assemblée. Je ne peux pas y croire. Je vous connais trop. Bonjour et merci pour vos différentes interventions. La question que je vais poser, on en a parlé tout à l'heure bien sûr, mais j'ai envie aussi d'avoir vos points de vue là-dessus. Quand on parle effectivement de souveraineté, il nous faut justement avoir toutes les clés de la souveraineté en main. Alors qu'aujourd'hui, on sait que de plus en plus, comme Madame la ministre l'avait souligné, on perd à chaque fois un élément de notre souveraineté. Je parle du nucléaire. Aujourd'hui, nous allons développer le nucléaire en France. On sait que c'est une question de souveraineté européenne,
Mais nous savons aussi que nous n'avons pas la matière première. Monsieur Goya a abordé le volet africain, donc je viens sur ce point-là, puisque le nucléaire est exploité dans des pays où la France aujourd'hui a des problèmes d'émergence, notamment le Mali. Comment vous voyez l'avenir de cette souveraineté-là au regard de cette dislocation de la géopolitique internationale? Merci. On va prendre 3-4 questions d'un coup et comme ça vous pouvez répondre ensemble. Liliane. Bonjour et merci pour vos interventions très, très variées. Mais il me semble qu'il y a une dimension qui n'a pas trop suffisamment été évoquée à mon sens. C'est celle de la question des valeurs. Je pense que ce qui fait avant tout notre unité européenne et ce qui peut contribuer à renforcer notre souveraineté européenne, parce que moi, contrairement à ce qui a été dit par certains, moi j'y crois complètement, à la souveraineté européenne, et je pense qu'elle ne s'oppose pas à la souveraineté des nations. Je pense que ce qui doit être premier, c'est quand même la communauté de valeurs et la communauté européenne sur le plan politique. Parce que si on ne peut pas aujourd'hui encore avoir suffisamment de processus d'intégration des États voisins de l'Union européenne, tels que les pays des Balkans occidentaux ou désormais l'Ukraine qui aspire à rentrer dans l'Union européenne, du fait du choc de la guerre et de la prise de conscience que nous avons quand même face à nous des puissances qui sont autocratiques ou très autoritaires, voire dictatoriales, et que nous, ce que nous défendons, ce sont des valeurs européennes universalistes qui sont portées par la France. Et donc, moi, je pense que les États européens, et j'espère à l'avenir, grâce à un élargissement sur plan politique d'abord et ensuite économique et financier, que nous pourrons soustraire ces pays, nos voisins, à l'influence russe, turque, chinoise, parce que je pense que ces influences-là menacent la stabilité européenne. Et il est aujourd'hui très clair que nous avons aujourd'hui une stabilité européenne qui est quand même mise à mal et que nous devons renforcer, mais par la voie politique en priorité. Et cela passe par la discussion, la concertation avec nos partenaires. Et je pense que l'intelligence humaine et l'intelligence de nos échanges avec nos partenaires européens sera suffisante pour atteindre cet objectif. Voilà. Merci. Je serai très brève parce que je pense que je suis une des dernières questions avant l'apéro, mais en tout cas vous remercier pour vos interventions très utiles et surtout qui ont le mérite de nous avoir replacés sur une dimension politique. Et vous parlez des mots qui ont un sens, de la sémantique, de comment finalement les questions de souveraineté reviennent dans notre arène, dans l'arène nationale. Moi, je me pose un peu la question de la frontière entre protectionnisme et souveraineté. Parce que lorsqu'on regarde finalement les différentes actions qui peuvent être entreprises, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union européenne, lorsqu'on regarde un tout petit peu plus loin, et je vous parle en tant que députée des Français établis en Amérique latine, on a parfois l'impression que les lignes sont floutées entre des tentations protectionnistes et de remise en cause du multilatéralisme lorsque cela nous arrange, versus finalement un impératif de souveraineté. Alors je suis évidemment pour un renforcement de la souveraineté européenne, évidemment pour plus de législation dans ce sens et une réglementation commune, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette frontière ténue et parfois mal perçue. Et non, il va falloir me souffrir avant l'apéro. Donc très bref, est-ce que vous pensez qu'on investit suffisamment le champ de l'intelligence économique ? Il apparaît parfois qu'en France, certains se plaignent que nous n'investissons pas suffisamment ce champ. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que c'est nécessaire de renforcer ce champ-là ? Et pensez-vous qu'il soit nécessaire de le penser au niveau européen ? Merci, bonjour, merci pour vos interventions. Ma question est
courte. J'ai lu cet été Le Mage du Kremlin, donc qui m'a beaucoup éclairé sur la psychologie de Poutine, notamment, et de son entourage, bien sûr, au fil des années. Jusqu'où pensez-vous que Poutine est prêt à aller pour sortir victorieux quelque part de ce conflit en Ukraine et ailleurs? Merci.